Élever des enfants aujourd'hui à l'ère du numérique, c'est un sacré défi. Les écrans sont absolument partout et franchement, trouver le bon équilibre, ça peut vite devenir un casse-tête. Alors on va voir ensemble ce que les experts nous conseillent pour naviguer dans ce monde un peu nouveau. Et pour commencer, cette citation de Jesper Jules, elle est juste parfaite. Elle résume tout le sujet en fait. C'est ça le rôle des parents, guider, et pas simplement céder à l'envie du moment. On le sait bien, la question du temps d'écran, c'est souvent la source de conflits à la maison. Mais cette petite bataille de tous les jours, elle cache en réalité un dilemme bien plus grand pour les parents d'aujourd'hui. Ce genre de scène, ça dit quelque chose à beaucoup de monde, j'imagine. Les enfants, complètement happés par leur tablette ou leur téléphone, comme dans une bulle. Et la moindre petite demande, que ce soit pour mettre la table ou faire les devoirs, eh bien ça se transforme en une véritable négociation. Et voilà le cœur du problème. D'un côté, on a cette pression, cette idée qu'il faut absolument que nos enfants soient à l'aise avec la technologie pour réussir plus tard. Et de l'autre, on entend de plus en plus de scientifiques, de médecins qui nous disent « attention, danger ». Et justement, ces avertissements des scientifiques, il faut vraiment les prendre au sérieux. Ce n'est pas juste pour faire peur. Alors regardons d'un peu plus près ce que la science nous dit sur tout ça. Le premier point, et c'est sans doute le plus important, ça concerne l'impact direct sur le cerveau des enfants. Un cerveau qui est en pleine construction. Des études montrent qu'une trop grande exposition aux écrans peut littéralement affaiblir le cortex, c'est-à-dire la zone responsable de la pensée, du langage, de la conscience. Alors là, regardez bien la chronologie. C'est assez frappant. On voit très clairement une corrélation. La courbe des diagnostics de troubles de l'attention et d'hyperactivité qui grimpe en flèche, on parle de plus 42%, et ça arrive pile au moment de l'arrivée massive des smartphones dans nos vies. Le lien semble difficile à ignorer. Et les conséquences ne s'arrêtent pas à l'enfance. Des études plus récentes, comme celle des laboratoires Sapiens, montrent que l'âge auquel un enfant reçoit son premier smartphone a un impact direct sur sa santé mentale, bien plus tard une fois adulte. Et attention, on ne parle pas de petits bobos. On parle de choses très sérieuses, des pensées suicidaires, plus d'agressivité, une sorte de déconnexion avec le réel. L'étude a aussi montré que chez les filles, ça se manifestait souvent par une très faible estime de soi et chez les garçons, par un vrai manque d'empathie. Mais ce n'est pas tout. Au-delà du cerveau et de la santé mentale, il y a un autre risque, un danger plus physique dont on parle beaucoup moins souvent. Je veux parler des rayonnements électromagnétiques. Et voilà qui illustre parfaitement ce danger invisible. Le crâne d'un enfant est plus fin. Ses tissus sont encore en plein développement. Résultat, son cerveau peut absorber jusqu'à 3 fois plus de radiation que celui d'un adulte. Et pour la moelle osseuse, c'est jusqu'à 10 fois plus. C'est énorme. Bon, après avoir vu tous ces risques, on pourrait se sentir un peu découragé. Mais rassurez-vous, il y a des solutions. Et tout part d'une idée, d'une prise de conscience assez simple et même un peu surprenante. On peut se poser la question. Les grands patrons de la Silicon Valley, les génies de la tech qui ont inventé tous ces appareils, comment ils font, eux, avec leurs propres enfants? On pourrait penser qu'ils les mettent devant des écrans dès le berceau. Eh bien, la réponse est assez étonnante. Steve Jobs était connu pour avoir un foyer avec très peu de technologie. Bill Gates a attendu que ses enfants aient 14 ans pour leur donner un smartphone. C'est un message très fort, non? Ceux qui connaissent le mieux ces technologies sont souvent les plus prudents. Et ça nous amène à ce principe essentiel. La réalité d'abord. L'idée est toute simple. Avant de pouvoir gérer le monde virtuel, un enfant doit avoir les deux pieds bien ancrés dans le monde réel. C'est en jouant dehors, en manipulant des objets, en interagissant avec de vraies personnes qu'il construit les fondations de son intelligence et de sa personnalité. Bon, alors concrètement, comment on met ça en pratique? Passons maintenant à des étapes claires et réalisables pour construire un quotidien plus équilibré. On revient à notre point de départ. D'un côté, il y a ce que les enfants veulent, ce qu'ils réclament, plus d'écran, plus de jeux. Et de l'autre, ce dont ils ont vraiment besoin pour bien grandir. Jouer pour de vrai, voir des amis, avoir des règles claires et aussi s'ennuyer un peu de temps en temps. Et pour avoir des repères clairs, il y a cette règle développée par le psychiatre Serge Tisseron. C'est la règle du 3-6-9-12. C'est simple, c'est facile à retenir et ça donne un cadre vraiment utile pour savoir quoi introduire et à quel âge. L'objectif, ce n'est pas de tout interdire, mais de créer un environnement familial sain. Et ça commence par nous, les adultes. Si on est tout le temps sur notre téléphone, difficile d'être crédible. Instaurer des zones sans écran, comme pendant les repas ou dans les chambres, ça change tout. Encourager des activités réelles, c'est la clé. Et pour finir, au lieu d'un long résumé, juste une question. Une question simple à se poser. Quelle expérience bien réelle, loin de tous les écrans, on pourrait partager avec nos enfants aujourd'hui même? Parce qu'au fond, la meilleure façon de gérer le virtuel, c'est encore de cultiver la richesse du réel.